Bonsoir à tous. Je reçois ce soir Thomas Ofnung, chef du service international du quotidien La Croix. Il est auteur de Boaké, le dernier cold case de la France-Afrique, publié chez Fayard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir sur votre ouvrage, on va d'abord s'intéresser à l'annonce qui a fait l'actualité du côté de la Côte d'Ivoire ces derniers jours avec l'adresse du président de la République lors de ses vœux à la nation. On va l'écouter, je vous laisse réagir. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Un retrait concerté et organisé. Thomas, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? C'est quand même une étape symbolique très forte. Le fait que ce camp soit rétrocédé aux forces ivoiriennes. Comme l'a dit Alassane Ouattara, c'est un retrait négocié, concerté. C'est très différent de ce qui s'est passé dans d'autres pays, notamment dans les pays du Sahel, ou même au Tchad et au Sénégal plus récemment. Donc ça a été préparé, visiblement, par des discussions entre les deux parties. Mais encore une fois, symboliquement, c'est très fort. Ce camp de Port-Boué, que j'ai bien connu à une époque, et vraiment était un des fleurons, j'allais dire, de la présence militaire française en Afrique de l'Ouest. Donc le fait qu'il soit rétrocédé, c'est une étape très importante. Pour moi, ça marque aussi le fait qu'on rentre dans la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la présence militaire française est très mal vécue par les jeunes générations notamment. Et que la France d'ailleurs en a conscience, je pense. Et donc Alassane Ouattara ne veut peut-être pas un retrait complet, définitif des forces françaises, mais en tout cas en termes d'affichage, c'est pas bon d'avoir une base militaire aux mains des forces françaises en plein cœur d'Abidjan. Donc il n'y a aucun signe de dégradation de ses relations avec l'Élysée via cette annonce? Non, je ne pense pas, même si c'est vrai que dans un premier temps, moi-même, je l'avais interprété comme quelque chose comme une sorte de geste de défiance à l'égard des autorités françaises. Finalement, la façon dont il l'a annoncé, c'est vrai, pouvait les laisser à penser que c'était un peu comme ce qui s'est passé au Sénégal ou au Tchad, quelque chose d'assez direct, d'assez brutal. Finalement, je pense que c'est quand même, comme il l'a dit aussi, c'est concerté, c'est négocié. Mais encore une fois, ça marque encore une fois une nouvelle étape dans le retrait des forces militaires françaises du continent. Très bien, vous publiez chez Fayard Boaké, le dernier cold case de la France-Afrique. Vous revenez sur les bombardements de Boaké. Que s'est-il réellement passé à Boaké le 6 novembre 2024? Vous écrivez « Paris est passé de justesse à côté d'Indiens bien fous en Côte d'Ivoire ». Pourquoi? Parce qu'on l'a oublié, c'était il y a 20 ans, j'ai écrit ce livre parce que pour marquer justement le 20e anniversaire de cet événement, il y a eu une guerre, on peut dire, de plusieurs jours entre les forces ivoiriennes à l'époque sous la direction de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, et les forces françaises. C'était Chirac qui était à l'Élysée, Michel Barnier, dont on a beaucoup parlé récemment, qui était aux Affaires étrangères, Villepin à l'intérieur et Michel Alliot-Marie à la Défense. Et donc on a assisté à une explosion de violence, une guerre donc entre la Côte d'Ivoire et la France qui était du jamais vu. D'abord, la Côte d'Ivoire, c'était un pays extrêmement proche de la France à l'époque. C'est le pays d'Houphouët-Boigny, c'est pour Jacques Chirac qui était à l'Élysée. Houphouët-Boigny, c'était un peu, il l'appelait, c'était son aîné, quoi. C'était vraiment, ils étaient très proches. Et donc, cette explosion de violence a failli déboucher sur à la chute justement de la base militaire française du 43e BIMA à Abidjan. À un moment donné, les forces françaises ont été littéralement encerclées. Il s'en est fallu très peu que le camp soit pris d'assaut par ceux qu'on appelait les jeunes patriotes. Dirigé par Charles Blé Goudet. Par Charles Blé Goudet, qui est aujourd'hui dans le paysage politique. Ce qui est intéressant, c'est que COGEP, effectivement. Voilà, à part Henri Conan-Bédier qui est décédé récemment, tous les acteurs de l'époque sont encore aujourd'hui très présents sur la scène politique ivoirienne.
Après, peut-être qu'il faut expliquer d'où vient cette explosion de violence. Donc c'est ce bombardement que je raconte dans le livre d'une base militaire française à Boaké qui a surpris totalement les forces françaises et qui a provoqué la mort quand même de 9 soldats français et d'un civil américain qui était sur place. Ce bombardement qui intervient dans le cadre de l'opération Dignité lancée par les forces armées nationales ivoiriennes. Hein. Oui, absolument. C'était le processus de réconciliation et de désarmement des rebelles qui tenaient le nord du pays à l'époque, suite à une tentative ratée de coup d'État contre Gbagbo 2 ans auparavant. Ce processus était au point mort. Donc Laurent Gbagbo, sous la pression, on va dire, un peu du camp des ultras et de son armée, a décidé de lancer une offensive pour tenter de récupérer la moitié nord du pays et notamment avec des bombardements qui se sont concentrés sur la ville de Boaké, qui était la capitale en quelque sorte de la rébellion, et où les forces françaises étaient présentées. Les forces françaises n'ont pas bougé, de même que les casques bleus qui étaient aussi sur place pour surveiller le cessez-le-feu. Personne n'a bougé, on a laissé en fait l'offensive se dérouler jusqu'à ce bombardement totalement inattendu des forces françaises. Parce que je crois que certains partisans de l'entourage du président considéraient qu'il y avait des rebelles qui étaient cachés au sein des bases militaires françaises. Oui. C'est une hypothèse aussi qui a beaucoup circulé. Est-ce que vous y croyez? Oui, dans le livre, je passe en revue les différentes hypothèses. Il faut être clair par rapport aux téléspectateurs. Encore aujourd'hui, ce bombardement reste mystérieux. Il y a eu un procès en France où on a jugé par contumace un mercenaire biélorusse, ouais. 2 copilotes ivoiriens. Les plus hautes autorités de l'État, militaires, politiques françaises ont défilé à la barre et au final, on n'a pas pu faire la lumière sur véritablement ce qui s'est passé ce 6 novembre. Donc moi, je passe en revue les différentes hypothèses et pour moi, tout concourt à l'hypothèse suivante, à savoir que les forces ivoiriennes ont été persuadées à un moment donné, ont eu un renseignement indiquant que le camp français n'en était pas vraiment un, ou alors que les Français jouaient double jeu et hébergeaient effectivement ou cachaient les chefs rebelles à ce moment-là. Et donc il y a eu ce bombardement un peu comme une sorte de coup de poker de la part des forces ivoiriennes qui ont décidé de bombarder cet objectif en se disant qu'elles allaient peut-être décapiter la rébellion et en même temps révéler à la face du monde que les Français étaient complices des rebelles. Pour moi, toute cette histoire se montre aussi une extrême méfiance, voire une paranoïa de part et d'autre, hein. Pas seulement du côté ivoirien. Là, le bombardement, c'est le fruit d'une auto-intoxication, à mon avis, des autorités ivoiriennes qui se sont dit que les rebelles étaient cachés là. Mais côté français, quand on voit la réaction... Peut-être du côté français qui montrait qu'il y avait une sorte de corrélation entre forces armées rebelles et forces françaises ou pas? À ce moment-là, je ne pense pas, en tout cas, ni même auparavant, mais comme la France a décidé au départ, dès la tentative de coup d'État, de ne pas écraser les rebelles comme le demandait Laurent Gbagbo, tout de suite à Abidjan, on s'est dit la France ne joue pas franc jeu. La France, est-ce qu'elle n'est pas de mèche avec les rebelles qui se sont armés, équipés, entraînés au Burkina Faso de Blaise Compaoré? Donc tout de suite, il y a la machine à rumeurs qui s'est mise en marche. Alors qu'en vérité, les forces françaises se sont, dès septembre 2002, interposées entre les rebelles et les forces ivoiriennes de Laurent Gbagbo. Mais ça ne suffisait pas. En fait, Laurent Gbagbo et son camp ne comprenaient pas pourquoi, en vertu de l'accord de défense qui existait entre les 2 pays, et comme ça se faisait par le passé, pourquoi les forces françaises ne sont pas intervenues pour chasser, pour écraser en quelque sorte les rebelles. Or, à l'époque, Chirac, Villepin, Alliot-Marie, Barnier ont fait une autre interprétation, une autre analyse en disant c'est un problème ivoiro-ivoirien. On n'est plus à l'époque de la France-Afrique où on intervenait avec un corps expéditionnaire, on écrasait la rébellion. On va s'interposer, on va aider les Ivoiriens à se réconcilier avec eux-mêmes. C'est très paternaliste, c'est très anachronique, ça n'a pas fonctionné et ça aboutit à cette attaque de novembre 2004 et au bombardement du camp français, encore une fois totalement inattendu. Et c'est une autre interprétation, pardon de m'éloigner un peu du sujet, mais c'est une autre interprétation qui a été faite, je crois, en 2011, parce que là, oui. La résidence du président Gbagbo a été attaquée par des forces armées françaises, même si aujourd'hui oui. On continue d'apporter un démenti. Donc, dans la continuité de ce que vous dites, je voulais juste... Oui, vous avez raison. Vous avez raison, parce qu'il y a une des thèses, c'est de dire, comme ce bombardement, encore une fois, est totalement
incompréhensible, alors que les forces de Laurent Gbagbo étaient en train de s'emparer de la ville. Certains ont dit c'est pas possible, c'est un coup monté. C'est un coup monté, donc en fait c'est une manipulation franco-française qui a mal tourné, parce que imaginer que Paris aurait fomenté un coup qui aurait abouti à la mort de ses soldats, c'est difficile quand même à imaginer. Mais une manipulation qui a mal tourné, et le but du jeu c'était de chasser Gbagbo du pouvoir, ce qui finalement sera fait quelques années plus tard. Donc c'est ça qui nourrit cette thèse. Moi je n'y crois pas, parce que tous les témoignages que j'ai recueillis et que je cite dans le livre, de la part des militaires et puis sur place aussi à Abidjan et à Bouaké, montrent qu'au contraire, les Français étaient totalement inertes et laissaient Gbagbo attaquer. Parce que même si Gbagbo n'était pas très bien perçu à Paris, du côté de l'Élysée, encore une fois, la situation était bloquée et Paris s'est dit il vaut mieux laisser Gbagbo attaquer pour essayer de sortir de la nasse. C'était considéré que la riposte française avait une vocation très éloignée de la légitime défense. Parce que c'est quand même toute la flotte aérienne ivoirienne qui a été détruite. Je pense qu'ils ont raison. Hein. Très honnêtement, la riposte me paraît totalement disproportionnée. D'abord, premier point, elle a eu lieu, les deux avions qui ont été impliqués dans le bombardement de la base militaire française de Bouaké, qui ont décollé, ils sont venus se reposer sur l'aéroport de Yamoussoukro. La décision de les détruire a été prise en moins d'1 heure. Je dirais même. Ils ont attendu qu'il y ait un peu de monde aux alentours ou pas? Ils ont attendu, en fait, l'ordre a été donné qu'une fois que les pilotes étaient sortis de l'avion, et puis le temps, si vous voulez, que l'information remonte jusqu'à Paris et qu'elle redescende ensuite à Abidjan et Yamoussoukro, les pilotes avaient eu le temps déjà de sortir, bien sûr, des avions et d'être dans un hangar à côté. Mais il y a quand même eu, quand les soldats français ont reçu l'ordre de riposter, puisqu'ils étaient aussi sur la base de Yamoussoukro, il y a eu effectivement des blessés et visiblement un mort côté ivoirien, parce qu'il y avait du monde déjà autour des avions, parce que les avions étaient prêts déjà à redécoller dans les heures qui suivaient. Donc on était déjà en train de s'affairer autour des avions. Mais donc le timing de la riposte est quand même déjà extrêmement étonnant, parce qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, comment savoir si ce bombardement est un acte volontaire ou une bavure ou une autre hypothèse? En tout cas, on ne peut pas trancher, il aurait fallu mener une enquête. Il y a eu une précipitation de la part de l'armée française sur cette question. Précipitation, alors je dirais de l'armée française et effectivement et de l'autorité politique, sous laquelle est placée normalement l'armée, sauf que dans ce cas précis, ce que j'explique aussi dans mon livre, les militaires, je pense, se sont affranchis de l'autorité politique. Ils ont décidé d'eux-mêmes de riposter au plus vite, sachant qu'ils étaient persuadés que de toute manière, Jacques Chirac donnerait son aval. Ce qui s'est passé, hein, parce que depuis le début de l'offensive de Gbagbo, on sentait qu'il y avait du tirage au sein de l'appareil politique français, politico-militaire. Les militaires et Chirac n'étaient pas d'accord. Chirac disait il faut bloquer Gbagbo. Les militaires disaient non, il faut le laisser attaquer, on verra bien. Et puis surtout, si on le bloque, on risque d'avoir des représailles contre nos ressortissants à Abidjan et ailleurs dans le pays. Ce qui s'est fait par la suite de l'attaque aussi, avec l'appel de Blé Goudé. Exactement. Mais il y a le timing et puis la riposte, comme vous l'avez dit, le fait de détruire l'ensemble de la flotte ivoirienne. Pourquoi, l'armée française pouvait détruire les 2 avions impliqués dans le bombardement, ça on pouvait parler de légitime défense, mais pourquoi détruire l'ensemble de la flotte? Ça passe très très mal. Et ce qui est assez aussi symptomatique dans cette histoire, c'est la fuite des pilotes. Oui. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse plus même sur les pilotes biélorusses qui, selon des informations, vivaient en Russie. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté aussi diplomatique de la part du président Chirac, qui avait des relations très fraîches avec le président Poutine, de ne pas capturer ce pilote-là et tout? Alors, c'est des pilotes biélorusses qu'il faut juste, un tout petit rappel, c'est que les avions qui sont impliqués dans ce bombardement sont de fabrication soviétique à l'époque. Ils sont pilotés donc par des mercenaires qui sont russes, biélorusses. En fait, c'est probablement des Russes qui vivaient en Biélorussie, hein, d'après ce qu'on a compris. Et tous ces équipements et donc le personnel qui est autour de ces équipements ont transité grâce au service d'un marchand d'armes français. Et ça aussi qui est très gênant dans cette affaire, c'est qu'un marchand d'armes qui est un ancien gendarme, qui a même servi à une époque à l'Élysée, un échelon... Sous Mitterrand. Voilà, sous Mitterrand, un échelon très subalterne qui s'appelle Robert Montoya et qui s'est reconverti ensuite, qui a eu des ennuis judiciaires en France et qui s'est reconverti dans le négoce, dans le business des armes en Afrique et notamment
en s'installant au Togo, et c'est lui qui a signé un contrat qui a fait signer un contrat entre la Biélorussie et la Côte d'Ivoire, et qui s'est occupé, qui a joué les intermédiaires en quelque sorte. Donc on se retrouve avec ces personnels, comme on dit, biélorusses ou russes, ukrainiens, en tout cas slaves. Et effectivement, après le bombardement, mystérieusement, c'est les pilotes et les techniciens qui sont eux aussi qui venaient d'ex-URSS. À un moment donné, certains ont été détenus par les forces françaises, arrêtés, notamment ceux qui étaient toujours en arrière-plan à Abidjan. Ceux qui étaient impliqués dans le bombardement, eux, ils n'ont jamais été inquiétés, on les a laissés tranquilles. Ils ont même pu fuir tranquillement donc, le théâtre ivoirien. Par contre, ils ont été arrêtés au Togo. À Lomé, effectivement. Ils ont été arrêtés à Togo, au Togo. Pendant 2 semaines. Hein, et pendant 2 semaines, les autorités togolaises, en fait, quand elles ont vu arriver ces Biélorusses à la frontière entre le Ghana et le Togo, tout de suite, elles ont fait le rapprochement en se disant mais est-ce que ce n'est pas des personnes qui sont impliquées dans ce qui s'est passé pour les Français en Côte d'Ivoire? Donc les autorités togolaises ont tout de suite prévenu Paris, et Paris a sciemment laissé filer ces personnels. Donc on retombe un peu sur la thèse, pour moi un peu, je dirais, complotiste, sur le thème la France est en fait est derrière tout ça, et c'est pour ça que ça a laissé bombarder ces avions pour éventuellement riposter par enfin c'est ce qui est remonté aussi. Hein. Voilà, mais le fait de laisser filer ces copilotes, ces pilotes biélorusses, c'est vrai que ça alimente la suspicion, parce qu'on se dit c'est quand même incroyable, alors que les Togolais eux font le rapprochement. Pourquoi les autorités françaises disent non non, nous on n'est pas sûr que ça soit eux, laissez-les partir. Enfin clairement on sentait que, et j'en viens à votre question, on sentait que Paris ne voulait pas récupérer ces mercenaires et ces Biélorusses. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons diplomatiques? Elle n'est pas ménager Poutine. À l'époque, Chirac et Poutine, on est en 2004, c'est après l'intervention américaine en Irak de 2003, s'entendent plutôt bien, de même qu'avec Gerhard Schröder en Allemagne. Il y a une sorte d'axe Paris, Moscou, Berlin. Donc est-ce que Chirac s'est dit non, on va avoir que des ennuis dans cette histoire, puis il ne faut pas se brouiller avec Poutine? Moi je crois que ça a joué, mais je crois surtout qu'on n'avait pas envie d'étaler tout de suite à chaud tous les manquements, tous les dysfonctionnements qu'il y a eu dans cette affaire. Et en 2019, pour la première fois, un président français retourne à Bouaké. C'était le cas du président Macron en compagnie du président Ouattara. Et vous écrivez, vous parlez de deuxième mort des soldats français ce jour-là. Oui, parce qu'en fait, c'est d'abord, j'ai appris en préparant le livre que les familles n'avaient absolument pas été des soldats tués à Bouaké, n'ont absolument pas été prévenus qu'il y aurait cette cérémonie. Puis cette cérémonie, pour moi, si je puis dire, c'est une sorte de service minimum, c'est-à-dire qu'il y a une stèle qui est dévoilée par les présidents Macron et Ouattara, mais il n'y a aucun discours. On a l'impression on s'est dit il faut faire un geste quand même, on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé en 2004, mais on n'en fait pas plus. Et je pense notamment, toujours pareil, que aussi bien du côté ivoirien, mais surtout du côté français, on s'est dit bon, il ne faut pas réveiller le fantôme de cette affaire, et il vaut mieux, on tourne la page, on marque le coup, et puis on tourne la page définitivement. Or, cette page, pour moi, elle n'est pas tournée. Je pense que d'abord, ces événements ont marqué un tournant, justement, dans les relations franco-ivoiriennes et franco-africaines. Elles ont laissé des traces, cette affaire a laissé des traces. Et puis, la lumière n'a pas été faite, encore une fois, sur ce qui s'est réellement passé le 6 novembre 2004. Et donc, pour vous, la France n'a pas véritablement fait son examen de conscience 20 ans après? Non, moi je trouve qu'à partir du moment où on a étouffé cette affaire délibérément, on n'a pas vraiment réfléchi à ce qui s'est... Ou alors peut-être en interne, hein, mais en tout cas publiquement, il n'y a pas eu de commission d'enquête, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée ou en commission parlementaire sur qu'est-ce qui s'est passé et comment changer, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'approche de la France vis-à-vis de l'Afrique et notamment de ses anciennes colonies. Ça a donné pour moi ensuite ce qui s'est passé en 2012-2013, c'est-à-dire la France intervient, remet son képi de gendarme de l'Afrique et intervient dans le Sahel, sans doute pour des bonnes raisons par rapport au groupe djihadiste, mais en tout cas repart bille en tête sans se poser de questions, en pensant qu'à nouveau elle va faire le bien des populations locales et régler la situation. On voit ce qu'il en est, ce qui s'est passé pour la France dans le Sahel. Emmanuel Macron peut dire on a oublié de nous dire merci. Le fait est que cette présence militaire n'a pas pu changer la donne et que les populations n'ont pas compris véritablement ce que cherchait à faire la France dans cette zone. Donc oui, les leçons de 2004 de Bouaké, pour moi, n'ont pas été tirées.
Et Thomas, en 2025, c'est une année électorale en Côte d'Ivoire et le président Ouattara, dont les ambitions pour un 4e mandat éventuellement ne sont pas encore connues, s'est exprimé aujourd'hui devant le corps diplomatique. On va l'écouter, je vous laisse réagir. 2025 est une année électorale pour la Côte d'Ivoire. Ce processus électoral qui a été enclenché en octobre 2024 avec la révision de la liste électorale verra l'élection présidentielle en octobre 2025. À cet égard, je voudrais dire qu'il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Thomas, est-ce que le président Ouattara sera candidat en 2025 selon vous? Vous connaissez bien la Côte d'Ivoire. Ça en a tout l'air, hein. Ça en a tout l'air. Bon, il est suffisamment habile politiquement pour dire qu'en même temps, il y a, ce qu'il a dit, une demi-douzaine de candidats possibles. Mais c'est quand même frappant, là, quand il dit j'ai bien fait d'accepter d'être à nouveau candidat il y a 5 ans, et puis je me sens en pleine forme. Donc, ça laisse à penser quand même qu'il est prêt à rempiler une 4e fois, ce qui est quand même assez étonnant, enfin assez incroyable. Il a 82 ou 83 ans, mais effectivement, il a l'air de bien tenir le coup. Maintenant, on avait reproché à Félix Houphouët-Boigny de ne pas avoir bien préparé sa succession, ce qui a donné un combat fratricide, ce qui a été à l'origine, pour moi, en grande partie de la crise ivoirienne. Bien sûr, il y a des causes structurelles, mais politiquement, en tout cas, le fait de ne pas avoir préparé la succession était un gros problème. On l'a vu entre Henri Konan Bédier notamment et déjà Alassane Ouattara. Donc là, aujourd'hui, voilà, on voit, il n'y a pas de dauphin clairement établi là, pour succéder à Alassane Ouattara. Et de l'autre côté, l'opposition est très morcelée. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que si Alassane Ouattara se représente, il a des chances de l'emporter. Et s'il se représente, et si le président Gbagbo est réinscrit sur la liste électorale, on va assister à un remake de 2010, hein, encore. Oui, et c'est vrai que c'est très étonnant parce que la Côte d'Ivoire, comme tous les pays de la région, est un pays jeune. Et je sais bien sûr que le respect des aînés est très important, il ne faut pas le négliger, mais on pourrait imaginer, sans faire de jeunisme, qu'il y a suffisamment de gens compétents, plus jeunes, une nouvelle génération qui pourrait prendre les rênes du pouvoir. Et je pense que ça serait sage d'une certaine manière parce que voilà, il faut aussi vivre avec son temps. Et on voit, il y a des personnalités intéressantes, Tidjane Thiam. Justement, est-ce qu'il peut être une alternance crédible? Est-ce qu'il a un chemin? Il est à la tête d'un parti qui est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, parti qui est central sur la scène politique ivoirienne, qui est toujours bien implanté localement, même s'il a subi une lourde défaite lors des élections locales de 2023. Donc il y a un appareil, je pense, qui fonctionne bien, mais le problème, c'est qu'il y a ces divisions dont je parlais. Je crois qu'il y a quelqu'un comme Jean-Louis Billon, qui est une personnalité intéressante aussi, qui veut aller jusqu'au bout. De l'autre côté, il y a Gbagbo, son ex-épouse Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé qui est en embuscade. Enfin, il y a toute une série de personnalités. Si l'opposition, à mon avis, n'est pas capable de s'unir, je ne vois pas comment une figure de l'opposition pourrait l'emporter face à Alassane Ouattara. Merci beaucoup Thomas. Je rappelle que vous publiez le dernier cold case, Bouaké par le dernier cold case de la France-Afrique publié chez Fayard. Merci d'avoir cette invitation. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.